Nous allons maintenant voir quels sont les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique, ce que nous allons appeler les facteurs cinétiques. Nous commençons d'abord par ce qu'on appelle la catalyse simple. Catalyse simple, donc, situation, nous nous proposons d'étudier la réaction chimique entre les ions peroxyde du sulfate, S2O8 et les ions iodure I- dans deux conditions différentes. Pour cela, nous allons prendre un bécher dans lequel se trouve le mélange réactionnel entre les ions S2O8 et les ions I-. Nous allons prendre deux béchers que nous allons appeler 1 et 2 et verser le contenu du grand bécher dans les deux béchers. Vous allez constater avec moi alors que, comme c'est le contenu du grand bécher qui sera déversé dans les deux béchers donc vont avoir des solutions de même concentration. Et nous allons faire en sorte aussi de les distribuer équitablement. Dire que donc le bécher 1 et le bécher 2 contiennent la même quantité de mélange réactionnel. Ces deux béchers sont également dans les mêmes conditions expérimentales. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ajouter à un des béchers une solution aqueuse contenant des ions Fe3+. Nous convenons d'ajouter dans le bécher 2 seulement une solution aqueuse contenant des ions Fe3+. Et le problème, ce sera de voir dans quel bécher 1 ou 2 la réaction chimique entre les ions S2O8 et les ions I- sera-t-elle plus rapide. Voilà donc deux béchers. Un des béchers contient S2O8 I-. L'autre bécher, la même chose, mais on y ajoute une solution aqueuse contenant des ions Fe3+. On va d'abord voir quelle est la réaction chimique responsable de l'évolution du système dans le bécher 1. Les couples en présence dans le bécher 1, c'est S2O8 SO4 avec son potentiel normal, I2I- avec son potentiel normal. Et en comparant les deux potentiels normaux, on peut prédire la réaction chimique qui va se passer entre ces deux couples. Et la règle de gamma permet bien de prédire que nous allons avoir S2O8 qui va donner SO4 Et dans l'autre couple, nous avons I- qui va donner I2. Nous constatons ici que le nombre d'électrons qui a été capté dans la demi-équation de réduction est égal au nombre d'électrons qui a été cédé dans la demi-équation d'oxydation. Et le bilan donne alors S2O8 plus 2I- qui va donner I2 plus 2 SO4 Ce que nous allons remarquer maintenant, c'est que les ions en présence S2O8 et I- sont des ions qui ont des charges de même signe. Et donc, du fait de la répulsion électrostatique en deux charges de même signe, il y aura une difficulté pour mettre ensemble les ions S2O8 et les ions I-. Et donc, la réaction chimique sera encore davantage lente du fait de la répulsion électrostatique. Maintenant, on va voir quelles sont les réactions chimiques responsables de l'évolution du système dans le bécher 2. Dans le bécher 2, nous avons trois couples, S2O8 SO4 FE3 plus Fe2 et I2I-, avec pour chaque couple son potentiel normal. On va d'abord voir la réaction chimique entre Fe3 et I-. La règle de gamma permet de prédire l'oxydation et la réduction entre ces deux couples-là. 2 Fe3 plus E, un électron, donne Fe2+. Et pour l'ion I-, nous avons 2 I- qui va donner I2 plus 2 électrons. Comme nous avons déjà équilibré les charges et les atomes, nous allons donner l'équation bilan. 2 Fe3 plus 2 I- qui va donner I2 plus 2 Fe2+. Voilà donc une première réaction chimique dans le bécher 2. Et qu'est-ce que nous remarquons?
L'ion Fe3+ est chargé positivement, l'ion I- est chargé négativement. Ces deux charges de signe contraire vont s'attirer. L'attraction électrostatique entre ces deux charges de signe contraire va accélérer la réaction chimique entre Fe3+ et I-. Nous allons donc avoir ici une réaction chimique rapide, en tout cas plus rapide que la réaction chimique entre S2O8 et I-. C'est le bilan 1. Maintenant, la réaction chimique entre Fe2+ et S2O8 Les deux couples en présence avec la règle de gamma. On peut, à partir de ces deux-là, déterminer la réaction chimique spontanée entre les deux couples en présence. S2O8 va donner SO4 Ensuite, nous allons avoir Fe2+ qui va donner Fe3+. Le bilan de cette réaction va donner donc S2O8 plus 2Fe2+ qui va donner 2Fe3+ plus 2SO4 Là aussi, les espèces chimiques en présence sont Fe2+ et S2O8 Deux ions qui ont des charges de signe contraire. Et ces deux ions vont s'attirer. Là aussi, nous avons une attraction électrostatique entre deux ions chargés de signe contraire. Et cette attraction électrostatique va accélérer davantage la réaction chimique entre S2O8 et Fe2+. C'est comme si donc dans le bécher 2, nous avons deux réactions chimiques qui sont plus rapides que la réaction chimique dans le bécher 1. Je rappelle donc ce qui se passe dans le bécher 2. Un premier bilan entre Fe3+ et I-. Nous remarquons que dans les deux bilans, il y a des ions qui apparaissent et qui disparaissent. Ces ions-là peuvent être simplifiés de part et d'autre. Et dans l'équation bilan, nous avons S2O8 plus 2I- qui va donner I2 plus 2SO4 Nous constatons que le bilan des deux bilans-là ressemble exactement au bilan de la réaction chimique dans le bécher 1. Tout se passe comme si alors la réaction chimique dans le bécher 1 est identique à la réaction chimique dans le bécher 2. Mais le déroulement de ces deux réactions chimiques n'est pas le même. Dans le bécher 1, la réaction chimique est ralentie par les ions qui se repoussent par de mêmes signes. Dans le bécher 2, nous avons deux réactions chimiques qui sont rapides du fait de l'attraction électrostatique. Et donc, tout se passe comme si la seule réaction chimique lente sans catalyseur, donc sans Fe3+, est remplacée par deux réactions chimiques plus rapides lorsque le catalyseur Fe3+ est présent. Cela peut se manifester davantage au niveau des courbes. Pour S2O8 plus 2I- qui va donner I2 plus 2SO4 nous avons une courbe de formation de I2 qui ressemble à cette courbe en noir. Et en présence de catalyseur Fe3+, nous avons une courbe qui ressemble à cette courbe en rouge. Nous remarquons que ces deux courbes ont la même limite. Cependant, la limite n'est pas atteinte au même moment. Pour la courbe en noir, la durée pour atteindre la limite était 1. Pour la courbe en rouge, la durée pour atteindre la limite était 2. Et nous remarquons ici que la durée T2 est bien inférieure à la durée T1. Et donc, avec le catalyseur, la réaction chimique est plus rapide que sans le catalyseur. En conclusion alors, les ions Fe3+ constituent le catalyseur de la réaction chimique entre S2O8 et I-. Les ions Fe3+ sont en solution et on parle de catalyse homogène. Nous constatons ici que les ions Fe3+ ne sont pas produits par la réaction chimique entre S2O8 et I-. Nous allons maintenant voir un autre type de catalyse qu'on appelle l'autocatalyse. Et pour cette autocatalyse, on va remarquer que le catalyseur pourrait être produit par la réaction chimique qui a lieu. Situation: on introduit dans un Erlenmeyer un mélange d'une solution aqueuse d'acide oxalique
H2C2O4 et avec une solution de permanganate de potassium K+, plus MnO4-. On répartit le mélange en deux parties égales dans deux béchers. On ajoute à l'un des béchers B une solution aqueuse d'ions contenant des ions Mn2+, et particulièrement une solution aqueuse de sulfate de manganèse Mn2+, plus SO4-2-. Voilà donc le mélange réactionnel entre l'acide oxalique et aussi l'acide présent dans l'oseille, et le permanganate de potassium. Dans le bécher B, nous avons l'acide oxalique et le permanganate de potassium, mais nous ajoutons dans le bécher B une solution aqueuse contenant des ions Mn2+. Alors, la consigne, dans lequel des deux béchers la décoloration sera plus rapide. Voilà les deux béchers donc qui ont la même coloration qui est la couleur violette. Quel est le responsable de cette couleur violette? Ce sont les ions MnO4-. Les ions Mn2+ sont incolores. L'équation bilan de la réaction, 2MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H+, donne 2Mn2+, plus 10 CO2 plus 8 H2O. Nous remarquons ici alors que les ions Mn2+ ont été introduits dans la solution, mais il y a aussi des ions Mn2+ qui sont produits par la réaction chimique dans les béchers. Nous allons observer ensemble l'évolution des contenus des deux béchers. Vous allez regarder avec moi alors les deux béchers et on va constater ensemble, est-ce que les deux béchers vont se décolorer en même temps ou est-ce qu'il y aura un bécher qui va se décolorer le premier? On y va? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que les deux béchers se sont décolorés en même temps? Non. Vous avez constaté que le bécher B s'est décoloré plus rapidement que le bécher A. Et c'est dans le bécher B qu'on a ajouté les ions Mn2+. Observation alors, la solution A se décolore plus lentement que la solution B, ou si vous voulez, la solution B se décolore plus rapidement que la solution A. Une explication à cela, ce sont les ions Mn2+, qui sont responsables de cette décoloration. Les ions Mn2+, responsables de cette décoloration, sont également produits par la réaction chimique. Ces ions Mn2+ ont augmenté la vitesse de la réaction chimique entre MnO4- et H2C2O4. En conclusion, les ions Mn2+ constituent un catalyseur de la réaction chimique. Et comme ils sont produits aussi par la réaction, on va parler d'autocatalyse. Voilà donc deux types de catalyse. La catalyse simple, où le catalyseur n'est pas dans la réaction, et l'autocatalyse, où le catalyseur est également un produit chimique de la réaction. Nous allons maintenant voir un autre facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Une situation, on va suivre donc la réaction chimique entre l'eau oxygénée et les ions I-. Et on va tracer la courbe, et à partir de la courbe maintenant, nous allons déterminer des vitesses de formation et les comparer. Voilà la courbe de formation du diiode en fonction du temps. Une courbe donc croissante. À l'instant T, il n'y a pas encore de diiode formé. Le problème, c'est de déterminer graphiquement la vitesse de formation du diiode à t égale 0, à t égale 3 minutes et à t égale 5 minutes. Comparer les vitesses calculées et préciser dans quel sens elles varient. Identifier le facteur cinétique responsable de ces différences. Préciser dans quel sens le facteur cinétique fait évoluer la vitesse. Voilà donc la courbe. À l'instant t égale à 0, nous savons déterminer la vitesse instantanée de formation à n'importe quelle date. Particulièrement à t égale 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer la tangente à la courbe à l'instant t égale 0.
Et vous savez aussi tracer la tangente, prendre 2 points suffisamment éloignés sur cette tangente, et ensuite, tout calcul fait, vous trouvez V0 égale 2,03, 10 puissance moins 2 mol par minute. À l'instant T1 égale 3 minutes, nous faisons la même chose, on projette la date sur la courbe, on trace la tangente. Ensuite, par la méthode que nous connaissons, nous déterminons la vitesse à T1. On trouve une vitesse égale à 1,64, 10 puissance moins 2 mol par minute. À l'instant T2 égale 5 minutes, on fait la même opération, on trace la tangente et 2 points sur la tangente, tout calcul fait, nous trouvons 8,95, 10 puissance moins 3 mol par minute. On peut comparer alors ces 3 vitesses calculées. Constat, la vitesse V0 est supérieure à la vitesse V1. Vous avez bien vu les valeurs. La vitesse V1 est supérieure à la vitesse V2. Tout se passe comme c'est alors. Et c'est exactement ça. La vitesse décroît au cours du temps. C'est ce que nous constatons. La concentration des réactifs est le seul facteur responsable de la différence entre les vitesses. Parce que les deux béchers sont dans les mêmes conditions, même température. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est la concentration qui est le seul élément qui varie au cours du temps. La concentration des réactifs varie parce que les réactifs sont consommés. Et nous constatons ici également que la vitesse diminue. Et cette concentration des réactifs constitue un facteur cinétique. Comme conclusion alors, la vitesse de combustion d'une réaction chimique est d'autant plus grande que la concentration des réactifs est élevée. Et nous regardons ici, attention à l'instant t égale à 0. Vous avez remarqué avec moi qu'à l'instant t égale à 0, la vitesse non seulement elle est élevée, mais elle est la plus grande de toutes les vitesses qu'on aura calculées après. Pourquoi? Parce qu'à l'instant t égale à 0, la concentration des réactifs est maximale et quand le temps passe, la concentration des réactifs diminue et la vitesse va également diminuer. Voilà encore un autre facteur cinétique. Ce ne sont pas tous les facteurs cinétiques. Il y a d'autres facteurs cinétiques tels que la température et les facteurs cinétiques vont permettre de justifier l'évolution de la vitesse d'une réaction chimique lente au cours du temps, que la réaction chimique soit réversible ou qu'elle soit totale. Voilà donc en ramassé quelques indications sur les parties clés de la leçon sur la cinétique chimique avec des exemples à l'appui. Vous pourrez alors vous appuyer sur ces exemples et faire d'autres exercices de cinétique chimique relatifs aux évaluations. Et ensemble, on pourra voir est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a encore des difficultés. Et dans les séquences qui vont venir, nous allons ensemble réviser aussi sur les autres parties de la physique et de la chimie pour vous permettre de bien réussir vos évaluations. Je vous remercie.